un petit peu trop souvent, on voit sur les réseaux, notamment notre cher LinkedIn, des super belles histoires qui sont publiées, du type « Ma boîte a été créée il y a 2 mois et j'ai levé 100 millions d'euros ». Ouais, ok, ça existe, évidemment, les belles histoires, mais c'est quand même relativement rare. C'est plus comme gagner au loto que les levées de fonds qu'on voit tous les jours. Ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est comment on fait une levée en equity. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers by doers. Unstoppable with shine. Ce soir, on va parler de levée de fonds, mais je voulais juste remettre un petit peu de contexte. Je ne vais pas vous parler et vous présenter toutes les informations qu'on cherche quand on doit lever des fonds, comment on fait un business plan, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience le plus transparent possible parce que chez Juno, on a levé des fonds il y a quelques mois et on a été confronté évidemment à plein de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Et je trouvais ça intéressant de vous faire ce retour d'expérience pour que vous, ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui ont prévu de faire une levée de fonds bientôt, puissent être au courant de ce genre de choses. Et voilà, je vais essayer de vous partager des choses qui sont intéressantes. Levez la main au bout d'un moment si c'est pas intéressant, comme ça je sais et je m'arrête. Mais on va essayer que ce soit un peu intéressant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que un petit peu trop souvent, on voit sur les réseaux, notamment notre cher LinkedIn, des super belles histoires qui sont publiées, du type « Ma boîte a été créée il y a 2 mois et j'ai levé 100 millions d'euros ». Ouais. Ok, ça existe, évidemment, les belles histoires, mais c'est quand même relativement rare. C'est plus comme gagner au loto que les levées de fonds qu'on voit tous les jours. Donc je voulais vous raconter comment ça se passe, une levée de fonds normale pour une boîte un peu normale, pour que vous ayez un retour d'expérience plutôt transparent. Merci à Florent et à Mo d'avoir posé des questions que je voulais vous poser au début sur qui est entrepreneur qui veut lever des fonds, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Merci beaucoup. Donc de quoi on va parler ce soir ? On va pas parler de comment on écrit un deck, on va pas parler de comment on compose un business plan, on va pas parler de comment on prépare une levée, on va pas parler de tout ça parce que tout ça, vous y avez accès, vous savez comment aller chercher ces informations-là, elles sont relativement basiques. On va essayer d'aller plus loin que ça et on va surtout parler, du coup, le contexte, c'est une levée de fonds d'une startup SaaS qui fait donc qui est un éditeur de logiciels pour le B2B et c'est une levée de seed. L'intérêt, c'est que vous puissiez évidemment vous servir de ces retours d'expérience pour maximiser vos chances par rapport aux autres parce que la levée de fonds, c'est un peu aussi la concurrence. C'est un marché et vous êtes en concurrence avec toutes les autres startups ou toutes les autres boîtes. Donc l'idée, c'est que vous ayez des clés en plus. Très rapidement, donc moi je m'appelle Thibaut, enchanté. Je suis du coup le COO, pas du tout, le CEO, compliqué l'anglais, de Juno, qui est une startup tech, comme je viens de le dire, qui a une particularité, c'est qu'on édite un logiciel, donc on fait partie de la catégorie des SaaS, B2B, mais on s'adresse à un marché un peu particulier qui est le marché de l'industrie. On y reviendra plus tard, ça a une incidence sur la levée de fonds, en tout cas ça a eu une incidence pour notre levée de fonds. L'industrie, donc l'industrie manufacturière, toutes les boîtes, les entreprises, les PME, les ETI, les grands groupes qui fabriquent dans des usines des produits. On leur permet plein de choses, mais on met en place un logiciel SaaS chez eux. Voilà pour le contexte. Une levée de fonds, c'est quoi ? Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que certains d'entre vous ont des réponses ? Qu'est-ce qu'une levée de fonds ? J'imagine que oui. Les plus courageux, il faut y aller en premier. C'est quoi une levée de fonds ? Ouais, une injection de cash dans une société par des investisseurs. C'est quoi d'autre ? Ouais, c'est un levier qui sert en effet à plein de choses. C'est quoi d'autre ? C'est financer un échange d'une part de sa société, en effet. Une levée de fonds, c'est ça. En fait, il y a plusieurs levées. Il y a plusieurs types de levées. Ce soir, on va parler d'une levée de fonds en equity, c'est-à-dire faire rentrer du cash d'investisseurs en contrepartie de parts de l'entreprise. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait une levée donc on appelle en equity, on la complète derrière par d'autres types de levées, notamment des levées en dette, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des prêts auprès des banques. Ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est comment on fait une levée en equity. Il y a d'autres formes de levée également. Et, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les BSAR, ça vous dit quelque chose ? C'est hyper à la mode en ce moment, donc on en parle beaucoup. Ok. Pourquoi on lève ? C'est quoi les raisons principales ? Pour accélérer l'activité de la boîte ? Ouais. Pour financer ? Tout à fait. Pour obtenir de la valeur ajoutée de la part des investisseurs ? C'est ça. On lève des fonds pour pouvoir financer l'activité de la société jusqu'à un certain point, c'est très important. Et en contrepartie, donc de part de la société, et on lève du cash et on lève de la valeur ajoutée. C'est hyper important. C'est quoi les enjeux pour les investisseurs ? C'est quoi les enjeux pour une start-up de lever des fonds ?
Pour un investisseur, qu'est-ce qu'un investisseur va aller chercher quand il va participer à une levée de fonds, quand il va investir dans une société, d'après vous? Ouais, un retour sur investissement, c'est ça. Et pour la boîte, on vient de le dire, du cash et de la valeur ajoutée. Pour l'investisseur, un retour sur investissement. Pour une startup, du cash, mais aussi, comme on sait en contrepartie de part de la société, l'objectif c'est de maximiser la valorisation de la boîte pour offrir en contrepartie du cash le moins de parts possible. C'est un peu le jeu. Et évidemment, faire rentrer de la valeur ajoutée, c'est un point qui est très important, qui évidemment est connu, mais qui n'est pas assez souligné et qui a son importance notamment dans la gestion de la levée de fonds et dans le timing de la levée de fonds. Vous le verrez tout à l'heure. Oui, c'est important d'aller chercher du cash. Évidemment, c'est pour ça qu'on lève des fonds, pour aller financer l'activité jusqu'à un certain point. Mais c'est au moins aussi important d'aller chercher des compétences, d'aller chercher un accompagnement qui va nous apporter de la valeur ajoutée dans l'activité de la boîte. Est-ce que ce graphe vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà vu ce type de graphe? Alors, il en existe plein de formes différentes. En gros, c'est le graphique de cycle de vie d'une boîte. En vert, vous avez les revenus. En rouge, vous avez le burn, les dépenses. Et en bleu, vous avez le cash qu'il y a sur le compte. Et les deux barres grises que vous voyez, c'est les rentrées de cash, c'est les levées de fonds. Quand on lève des fonds, on joue à un jeu. Et ce soir, on va parler de ce jeu. On lève pour atteindre l'étape d'après. C'est ça que je disais tout à l'heure et je précisais ton propos. On lève des fonds pour financer une activité, mais jusqu'à un certain point. Et c'est là où on rentre dans un jeu avec les fonds d'investissement. Et alors ce jeu, on l'appelle parfois le VC Game. Il comporte plein de règles. Je vous inviterai à aller voir des posts sur le sujet. Souvent, et c'est assez bizarre, mais souvent les règles de ce jeu sont publiées et sont diffusées par les fonds d'investissement eux-mêmes, les fonds de VC. Mais pour moi, la règle principale, c'est celle-ci. C'est que quand je lève X euros, X milliers d'euros, X millions d'euros, à un moment donné, 15, 18 mois plus tard, pour une boîte de SaaS, B2B, je dois faire X millions d'euros d'ARR. Cette règle, elle dicte deux choses. Elle dicte le timing et elle dicte les métriques que vous allez devoir mettre en avant quand vous allez chercher des fonds, que vous allez présenter au fonds d'investissement. Ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas? Vous avez déjà cette règle en tête? ARR, tu as raison de poser la question, c'est Annual Recurring Revenue. C'est comme ça qu'on calcule le chiffre d'affaires des startups SaaS. Parce qu'un SaaS, c'est un Software as a Service. Donc, c'est du revenu récurrent. On a des clients qui s'abonnent au logiciel, comme les logiciels de l'Empire, par exemple, le logiciel de Juno. On souscrit à un abonnement qu'on paye mensuellement ou annuellement. Et généralement, la manière de calculer les revenus de la startup, c'est en ARR, donc c'est en annuité. Donc, c'est le chiffre d'affaires. Ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que quand tu présentes comme ça, c'est vraiment le VC Game stricto sensu ou tu inclus toute la partie BA Alors, c'est plutôt fonds d'investissement. On parlera, si tu veux, du rôle des BA tout à l'heure. Les business angels ou les BA, les business angels, leur rôle dans une levée de fonds, elle est, je ne dirais pas qu'elle est secondaire parce que ça dépend évidemment de la taille de la levée de fonds. Et parfois, tu t'adresses plutôt à des business angels qu'à des fonds d'investissement. Mais dans le cadre d'une levée en seed où tu es une startup qui se situe à peu près entre 0 et 1 million d'ARR, que tu as déjà un produit qui est finalisé, ou en tout cas qui a un MVP qui fonctionne, et tu as une traction commerciale qui débute, tu vas plutôt aller chercher à faire une levée auprès des VC et peut-être en complément un petit peu de business angels, parce que c'est toujours un peu plus simple d'aller lever auprès des business angels. Et eux, ils ont un jeu qui est un peu moins strict. Cette règle, elle est plutôt appliquée au fonds d'investissement. Donc cette règle, elle est primordiale et il faut absolument l'avoir à tête. Oui, dis-moi. Juste une question par rapport aux X. Est-ce qu'en fait les X sont équivalents? C'est-à-dire que je lève 1 million d'euros, donc je dois faire dans 15-18 mois 1 million d'ARR. Et oui, c'est ça la règle. C'est que tu lèves 10 millions d'euros, 15-18 mois plus tard, il faut que tu atteignes 10 millions d'euros d'ARR. Cette règle, elle est dictée par les benchmarks que se font les fonds d'investissement quand ils vont aller chercher dans quelle startup ils vont investir. C'est-à-dire qu'une boîte qui lève 10 millions d'euros, 1 million d'euros, et qui, 15-18 mois plus tard, fait la moitié ou le tiers de l'argent qu'elle a levé au moment de la levée, elle est hors benchmark. On en parlera tout à l'heure. Et elle est out du game. Et donc, elle n'arrivera pas à atteindre la prochaine étape. On en revient toujours où je lève des fonds pour atteindre une prochaine étape dans mon activité. Donc, règle primordiale, parce qu'elle dicte tout ce que vous allez devoir faire pour votre levée de fonds. Donc le VC Game, pour le résumer, pour moi, ma vision des choses, c'est que c'est un jeu de temps et c'est un jeu du coup de métriques, c'est-à-dire d'indicateurs de votre société, de l'activité de votre société. Combien d'entreprises arrivent à respecter ces métriques? C'est une très bonne question. Je ne suis pas certain qu'on ait des chiffres très précis. Je n'ai pas la réponse.
Je peux pas te dire, mais ça se trouve. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Donc un jeu de temps et un jeu de métriques. Les métriques, donc quand je dis métriques, j'inclus tous les indicateurs de votre activité que vous allez mettre en avant. Donc quand vous êtes un business SaaS, c'est votre ARR, c'est la lifetime, la LTV, donc la lifetime value, merci, de vos clients, votre coût d'acquisition client, tous ces ratios-là, combien vous avez de sales dans votre équipe par rapport à combien vous avez de tech, c'est quoi justement votre burn, donc vos dépenses mensuelles, annuelles, etc. Tout ça, c'est les metrics. Donc c'est un jeu de temps parce que il faut lever au bon moment. Il faut lever au bon moment, pas trop tôt, parce que si vous levez trop tôt, vous n'avez pas forcément les bonnes métriques et vous n'êtes pas dans le benchmark. Vous n'êtes pas en tout cas assez sexy pour les fonds. Et si vous levez trop tard, ben vous n'allez pas avoir assez de cash pour survivre jusqu'à la fin de la levée de fonds. On y reviendra plus tard. Et puis un jeu de temps aussi parce que il faut faire rentrer suffisamment de cash pour financer votre activité et donc principalement votre burn, donc l'argent que vous dépensez pour faire vivre votre société, pendant un certain temps, pendant ces fameux 15 à 18 mois. Vous avez vu la courbe du cash, si on revient dessus. Évidemment, quand on se rapproche de la prochaine étape, ça descend. L'idée, c'est de ne pas passer sous le zéro. Donc, c'est un jeu de temps. Et c'est un jeu de metrics parce que montrer au fonds d'investissement les bons indicateurs, ça prouve que vous maîtrisez votre business, ça prouve que vous maîtrisez votre solution, votre marché, vos clients potentiels, etc. Et ça montre que vous êtes dans les cases et que vous n'êtes pas out du benchmark. On en parlait tout à l'heure. Si vous ne rentrez plus dans les cases, c'est vraiment peut-être pas aussi noir et blanc, mais c'est presque ça. Si vous ne rentrez plus dans les benches, aux yeux des VC, vous êtes out. Et c'est très compliqué. Ok, donc tout ça c'était un petit peu pour poser le contexte. J'espère que ça vous a appris 2-3 trucs. Maintenant l'objectif c'est de vous raconter un petit peu nous comment ça s'est passé. Ça va peut-être vous aider à comparer pour ceux qui ont déjà levé. Combien d'entrepreneurs ici ont déjà fait une levée de fonds? Vous avez levé la main tout à l'heure? Ok. Ce sont des levées de fonds de quelle taille à peu près? Vous avez levé combien? T'as levé combien? 100 000 euros. Donc l'idée, c'est de vous donner peut-être un comparatif. Nous, on a fait une levée de fonds au bout d'un an d'existence. C'était notre deuxième levée de fonds. On avait fait une première levée de fonds de 250 000 euros auprès justement de Business Angels. Et puis là, on a fait une levée de fonds auprès de fonds d'investissement, levée de fonds de 3 millions d'euros. Le premier point qui est très important et qu'on ne voit franchement pas assez, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le temps que ça prend. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça peut être long. Et la deuxième raison, je vous la donne en mille, ça peut être long. Ça peut être long pour vous, en tant que chef d'entreprise, parce que, évidemment, vous n'avez pas que ça à faire de vos journées, que d'aller parler à des fonds d'investissement et lever des fonds. C'est primordial, on est d'accord, vous êtes en train de lever des fonds. Mais vous faites aussi autre chose. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper des sales de votre boîte. Peut-être qu'au contraire, vous êtes plutôt côté technique et vous supervisez le développement de la solution. Vous faites autre chose. Et puis, ça peut être long pour la boîte. Attention à votre cash. Une levée de fonds, aujourd'hui, en 2023, c'est en moyenne, une levée de fonds en seed, c'est en moyenne 3 à 5 mois. Avant 2023, c'était un peu plus rapide, mais les choses ont un peu changé. Et surtout, il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation-là, où vous allez être obligé de lever parce que vous n'avez plus d'argent. Ça, c'est une catastrophe pour votre boîte parce que vous avez été obligé de réduire la voilure de votre activité, potentiellement licencier 1 ou 2 personnes parce que vous ne pouvez plus les payer, et parce que vous êtes sous pression et vous n'êtes absolument pas en position de force. Et quand on est en train de lever des fonds, on joue un jeu et on fait une négociation. Donc on a besoin d'être dans une position de force. Et donc vous allez mal lever. Parce que les fonds vont le savoir et eux seront en position de force, donc ils vont en profiter. Donc ça peut être très long. On lève clairement pas en 3 coups de fil. Et une levée de fonds, ça se fait franchement pas en 2 semaines. Vous pouvez en parler à tous les entrepreneurs que vous rencontrez qui ont levé des fonds. À part OpenAI qui lève des fonds, qui lève 1 milliard en 2 minutes. Ça n'existe pas. Et encore, OpenAI, ils ont 7 ans de développement derrière eux, donc ils ont levé d'autres fonds. En tout cas, pour les boîtes normales, on ne lève pas des fonds en 2 semaines et on ne fait pas 3 coups de fil pour lever des fonds. Donc il faut très sincèrement prendre très au sérieux le timing. On parlera plus tard de comment on fait pour se préparer. Nous, pour vous donner un ordre d'idée de comment ça s'est passé, on a levé des fonds en juin 2023, pour information. On a rencontré exactement 76 fonds et business angels différents. 76, avec lesquels on a au moins fait 2 meetings, ce qui représente grosso modo, je ne suis pas à 1 heure près, mais à peu près 230 heures de travail. Donc on est loin des 2 minutes et on est loin des 2 semaines.
En tout, la levée de fonds, elle a duré 3 mois. Ce que je ne comprends pas dans les 3 mois, c'est la due diligence. On va en parlait juste après. Mais grosso modo, voilà le temps que ça nous a pris. Est-ce que ces chiffres-là, vous les trouvez énormes? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que c'est petit? C'est quoi votre... J'ai une question sur les 76. Combien ont été OK pour travailler? On va en parler. Donc vous trouvez ça plutôt gros, on est d'accord? Oui. Moi aussi sur les 76, savoir si tu as rencontré des gens avec qui ça fitait ou tu as pu continuer derrière ou pas. Très bonne question. Si jamais tu serais bien faire un rendez-vous et pour ça serait bien. Parce que... Très bonne question. Alors, pour répondre à ta question, 76 fonds n'étaient pas OK pour investir dans ma boîte. Sinon, je n'aurais pas levé 3 millions et je ne serais peut-être pas là devant vous à en parler. Mais il y en a un certain nombre qui étaient intéressés, en effet, et il y a la grande majorité qui, évidemment, n'étaient pas intéressés. Pour répondre à la tienne, rencontrer un fonds, c'est jamais un meeting. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas rencontrer un analyste qui est un peu en bas de l'échelle du fonds d'investissement. Lui, son boulot, c'est un peu comme la personne qui charge de trier les CV dans le service RH de ta boîte. Il va regarder les dossiers, il va faire un premier call avec toi de 20 minutes, une demi-heure pour te poser des questions. Il te qualifie, il te met dans des cases et ensuite il te passe à la prochaine étape ou pas. Donc tu as plusieurs étapes de toute façon, tu es obligé d'avoir plusieurs étapes. En revanche, oui, il y a des fonds avec lesquels, au bout de la deuxième étape, ça s'est arrêté parce que ça ne rentrait pas dans leurs cases, etc. Et justement, c'est ce que je mets là. Et ça va rejoindre aussi vos 3 questions. Pourquoi on en a rencontré 76, ce qui est beaucoup? C'est aussi parce que, et je le disais au début, on est un SaaS un peu particulier parce qu'on s'adresse à l'industrie. Et en fait, nous, on a mis un petit peu de temps à comprendre qui seraient les bons fonds d'investissement à faire rentrer dans notre boîte. Et ça rejoint le point qu'on a vu au tout début qui était, oui, on va chercher du cash, mais on va aussi aller chercher de la valeur que le fonds va nous apporter, opérationnellement parlant, au quotidien. Et nous, on a mis un petit peu de temps parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris contact avec le plus de fonds possible, en tout cas les fonds les plus connus de la place, que tout le monde connaît. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce n'étaient pas forcément les bons acteurs pour nous, les bons fonds pour nous, parce qu'ils allaient potentiellement nous apporter un peu de cash, mais ils allaient nous apporter très peu de valeur par rapport à d'autres fonds. Et au final, on a levé des fonds auprès de corporate VC, donc des fonds d'investissement corporate qui sont BPI, au travers de BPI Digital Ventures, qui est un de leurs fonds d'investissement, et au travers de Maïf Avenir, qui est le fonds de VC de la Maïf, que vous connaissez tous, et qui ont de l'intérêt pour nous parce qu'ils sont capables de nous mettre en relation avec des clients potentiels à nous. Ils connaissent vachement mieux notre marché que Alven, que Elaya, que tout cela. Ils sont capables de nous mettre en avant auprès de notre marché. Typiquement, quand on dit BPI, depuis 2 ans, on dit beaucoup industrie. Donc ça a beaucoup de sens pour nous. Ils nous font participer à des talks, ils nous font participer à des webinars, ils nous introduisent auprès de clients potentiels, des acteurs qu'ils rencontrent au quotidien dans la transition digitale de l'industrie, parce que c'est un vrai sujet pour eux, moderniser l'industrie. Donc c'est un peu pour ça qu'on a aussi rencontré beaucoup de fonds, mais à moins que tu sois très catégorisé dès le départ, c'est-à-dire que tu sois une start-up à impact à 100%, évidemment, tu vas aller t'adresser à des fonds à impact en premier, mais parfois, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut aussi un petit peu ce temps d'adaptation. Donc, voilà pourquoi on a rencontré beaucoup de gens. Et alors, pour la petite histoire, on parle de temps et on dit que ça peut être long. Donc, due diligence, ça parle à tout le monde. OK. Pour ceux à qui ça ne parle pas, en gros, à partir du moment où un investisseur ou des investisseurs sont intéressés pour investir et que les conditions d'investissement sont plutôt fixées, on part en audit. On fait un audit financier, social de la boîte, de l'activité, pour qu'ils aient évidemment une image de la boîte qui soit corrélée à la réalité et pas à la flûte que vous leur avez sifflée pendant 3 semaines. Donc, on fait une due diligence. Donc là, on part, voilà, c'est un audit avec un cabinet financier, avec un cabinet d'avocats, etc. Et comme on a levé des fonds, nous, auprès de la BPI, et que la BPI, c'est un peu l'administration française, et c'était un peu long, la due diligence, parce qu'ils étaient très carrés sur le format, sur le process. Et la due deal, elle a duré 5 semaines, ce qui est énorme. Normalement, une due deal, c'est à peu près 2 semaines, 3 semaines grand max, mais 2 semaines, c'est bien. Ça a duré 5 semaines. Et pour la petite histoire, quand on a reçu les fonds sur le compte en banque, il nous restait 12 000 €. Et on a même décalé les salaires, peuvent témoigner
Emmanuel Gauthier au fond de la salle, on a décalé le paiement des salaires parce qu'on n'avait pas assez de cash pour payer tout le monde. Donc, très sincèrement, ce premier point, il est primordial. Bien calibrer le timing de la levée de fonds, c'est très important parce que ça peut vous foutre par terre. Et encore, ça aurait pu être plus long parce qu'il y a des boîtes qui n'y arrivent pas. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais il y a des boîtes qui n'y arrivent pas. Il y a des boîtes qui mettent du temps à trouver les bons interlocuteurs. Il y a des boîtes qui s'adressent aux fonds d'investissement à des mauvais moments. Typiquement, quand on s'adresse à un fonds d'investissement au moment où WeWork annonce qu'en fait, ils vont être en faillite, les fonds d'investissement, ils restent un peu chez eux pendant 2-3 semaines. Donc, très sincèrement, ça peut aller très vite. Oui. La due diligence, ça peut, comment dirais-je, remettre en cause la levée. Oui, bien sûr. Parce que tu l'as pas intégré dans le timing. Non, je ne l'ai pas intégré dans le timing parce que, en fait, à ce stade de boîte, nous, on avait 1 an et demi. Pour que la due deal, elle remette en cause l'investissement et la levée, c'est que tu es allé un peu loin dans ta manière de vendre ta boîte et c'est dangereux, quoi. Donc évidemment, il faut être sexy et c'est une démarche de sales et évidemment, il faut enjoliver les choses et il faut présenter ta boîte sous son meilleur angle. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et il ne faut surtout pas raconter n'importe quoi à des fonds. Il ne faut surtout pas dire que tu as un fonds qui est intéressé pour investir dans ta boîte parce qu'en fait, ils se connaissent tous, mais vraiment, et ils se parlent, évidemment. Et quand ils sont sur des dossiers, et qu'il y en a un qui dit « Juno, ils m'ont dit que en fait, toi, Alven, t'es intéressé, tu vas investir ?» Et ils vont dire « non, pas du tout. Décrédibilisation totale, tu sors des cases, out. » Donc surtout, faut pas le faire. Donc à ce stade-là d'entreprise, la due deal, elle n'est pas très dangereuse. Ils vont surtout plutôt t'imposer des process à toi pour la suite. Ils vont se rendre compte qu'en fait, tu n'as pas déposé ta marque. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ton process RH, il n'est pas hyper carré. Ils vont se rendre compte que tes contrats avec tes clients, ils ne sont pas hyper chiadés. Donc, ils vont plutôt t'imposer des trucs pour la suite, pour te structurer. En revanche, oui, des due deals en série A, en série B, en série C, ça peut faire capoter des deals parce que là, c'est tellement une activité tellement complexe et il y a tellement de choses à aller vérifier que oui, évidemment, ça peut être structurant. Le deuxième point, et vous allez me dire, ouais, évidemment, c'est une évidence, mais c'est pas si évident que ça, c'est qu'il faut sortir du lot coûte que coûte, et je le mets en deux, je le mets dans le top 3 des points importants, parce que très sincèrement, il y a beaucoup trop de boîtes qui n'y pensent pas assez. Pourquoi il faut sortir du lot coûte que coûte ? Parce qu'il faut se mettre à la place des fonds. Eux, les fonds, leur activité, c'est de screener toutes les boîtes qui veulent lever des fonds en ce moment, les rencontrer, les mettre dans des cases et investir dans la bonne. Donc ils voient des milliers, des centaines de dossiers par mois, ils y passent un temps fou. Donc ils sont habitués à voir exactement les mêmes choses, les mêmes decks avec les mêmes contenus, et donc ils doivent absolument se souvenir de vous. Mais c'est ultra important. S'ils ne se souviennent pas de vous, vous allez passer votre temps à les relancer, ça n'a pas fait mouche dans leur tête, vous ne passez pas à l'étape d'après, c'est l'enfer. Comment on fait pour sortir du lot coûte que coûte ? Pour moi, il y a 4 leviers principaux. Le premier, et ça répond à une question de tout à l'heure, c'est démarrer la levée avant la levée. C'est super important de commencer à prendre contact avec les fonds avant d'avoir besoin de lever des fonds. Prendre contact, ça veut simplement dire prendre contact. T'envoies un mail, tu te connectes sur LinkedIn. Bonjour, je suis Michel, je suis le fondateur de telle boîte. Voilà ce qu'on fait, on le fait depuis 2 mois. Mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ce qu'on fait, ça m'intéresserait de te rencontrer, je vais potentiellement avoir à lever des fonds l'année prochaine, ce serait cool qu'on se rencontre. Ils le font, avec plaisir, c'est leur taf. Et ça, il faut absolument le faire parce que plus vous allez le faire tôt, plus vous allez gagner du temps après au moment où vous allez lever. Parce que vous n'avez plus cette phase de prise de contact à faire et surtout, vous avez établi une connexion un petit peu plus forte avec le gestionnaire du fonds, l'analyste, la personne que vous avez contactée. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît, qui sait ce que vous faites, qui n'a plus besoin de vous poser toutes ces questions-là, et surtout qui a un background de votre activité. Quand vous l'avez contacté la première fois, vous faisiez tant de chiffre d'affaires, ou vous étiez à 0 et vous étiez en train de finaliser le développement, ou commenciez le développement, et il a suivi l'évolution de votre boîte. Et déjà, intrinsèquement, lui, il sait que vous rentrez dans les cases des metrics et du VC Game, ou alors il sait que non, et il vous le dira gentiment, mais au moins, vous gagnez un temps fou au moment où vous êtes prêt à lever. Ça, c'est super important. Nous, on l'a fait. Moi, j'ai fait plus de 300 rendez-vous l'année qui précédait la levée de fonds. C'était 20 minutes. C'était, quand je dis rendez-vous, c'était potentiellement parfois des mails, c'était un coup de fil. Mais je l'ai fait. Ça m'a pris un peu de temps, mais on a plus de temps un an avant qu'au moment de la levée. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite pendant la levée.
Le deuxième point, c'est évidemment savoir à quel jeu vous jouez. Donc maintenant, vous savez qu'il y a un jeu. Donc il faut aller chercher les bonnes infos. Mais vous savez à quel jeu vous jouez. Vous maîtrisez vos indicateurs. Vous savez aussi quelles sont les jauges dans lesquelles il faut rentrer pour intéresser les VC. On en parlait tout à l'heure. Une levée en seed, c'est à peu près entre 0 et 1 million d'euros d'ARR. C'est un MVP, donc un minimum valuable product qui est au moins prêt et c'est une commercialisation qui démarre. Il faut que vous rentiez dans ces cases-là. Le troisième point, c'est être reconnaissable. Être reconnaissable, ça peut faire un peu américain comme ça, le storytelling, mais c'est super important et ça fait vraiment partie de ce qui va faire qu'ils vont se souvenir de vous. Avoir un storytelling exceptionnel, c'est méga important pour la simple et bonne raison qu'ils ne vont pas investir dans votre boîte. Vous êtes une boîte qui a peu ou pas d'activité. Ils savent que vous allez changer d'activité potentiellement 2, 3, 4, 10 fois dans l'année qui va suivre ou dans les 2 ans qui vont suivre. Donc, ils ne vont pas investir dans votre boîte et dans les résultats que vous avez aujourd'hui. Ils vont investir en vous, ils vont investir dans vos cofondateurs, ils vont investir dans les premiers employés que vous avez si vous en avez, ils vont investir dans votre vision, ils vont investir dans tout ça. Parce que, c'est dit différemment, mais c'est exactement la même chose. C'est le socle d'une boîte, c'est la vision, c'est l'équipe. C'est pas forcément le produit. Ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai. Quand je compare le produit qu'on vend aujourd'hui, qui est utilisé par nos clients en octobre 2023, alors qu'on a commencé notre levée de fonds en avril 2023, c'est pas le même. Mon deck aujourd'hui, mon deck de levée, mon PowerPoint de présentation de levée, il raconte pas l'histoire qu'on vend aujourd'hui. Pourtant, on n'a pas shifté, on n'a pas complètement changé d'activité. Simplement, on s'est un petit peu réorienté par rapport au marché parce qu'on a senti qu'il y avait une traction commerciale un peu plus intéressante ici plutôt que là. Globalement, c'est le même produit, mais on ne vend pas la même chose. Donc ça, c'est très important. Bosser votre storytelling, avoir une vraie histoire à raconter, avoir une vraie vision, court, moyen, long terme, et avoir une équipe de choc, évidemment. Mais j'imagine que vous êtes tous des stars, donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Et puis le dernier point, c'est aller plus loin, beaucoup plus loin. On va en parler juste après. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'ils voyaient 250 dossiers tous les jours. Il faut leur mâcher le boulot, un peu comme quand vous lisez les CV que vous recevez quand vous recrutez quelqu'un. S'il y a un CV où il y a juste le titre des expériences, ça ne va pas trop vous intéresser. Si en revanche, il y a le titre des expériences, toutes les tâches qu'ils ont fait et puis l'impact qu'ils ont eu sur la boîte, vous avez toutes les infos pour faire votre choix. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à aller à la pêche à ces informations-là. Ça, c'est ultra important et c'est le dernier point, c'est aller plus loin. Et pour illustrer ce point-là, on va prendre comme exemple le deck, donc le PowerPoint de présentation qui, en gros, est votre support de pitch, qui est votre histoire à raconter. Qu'est-ce qu'on raconte dans un deck ? Est-ce que vous savez de quoi on parle dans un deck ? Ouais, on parle de storytelling, mais c'est quoi les points qu'on met en avant ? Le marché ? Ouais. Le problème ? Ouais. La stratégie ? La vision ? Le pourquoi ? Ouais, très important. Le business plan, qui a dit prévisionnel, ouais. Le business plan, exactement. L'équipe, ok. Le problème, la solution. Bon, vous les avez. Ils sont à peu près là. L'équipe, le besoin, le marché, le moment, important. Pourquoi maintenant, c'est bien. Pourquoi se positionner sur ce besoin, sur ce marché à ce moment-là, c'est bien. La concurrence, le produit, et puis évidemment tout ce qui rentre dans la stratégie. Donc là, le business plan, le go-to-market, la proposition de valeur, le prix, les équipes, etc. Non, le prenez pas en photo celui-là. C'est celui-là qui va vous intéresser. Allez beaucoup plus loin. Allez-y, prenez-le en photo. C'est que des exemples. Donc vous ne vous arrêtez pas à ça, évidemment. C'est simplement pour vous illustrer qu'il faut leur mâcher le travail, parce que c'est comme ça qu'ils vont apprécier votre dossier plutôt qu'un autre, et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quand vous présentez l'équipe, vous ne présentez pas simplement l'équipe. Vous présentez comment vous la structurez aujourd'hui, comment vous pensez la structurer plus tard, c'est-à-dire combien de commerciaux vous allez avoir par rapport à combien de développeurs, par rapport à combien de chefs de projet, par rapport à combien de RH, d'admin, etc. Ça en dit long sur comment vous maîtrisez votre activité, l'évolution de votre société. Quand vous présentez l'équipe, vous présentez aussi votre culture d'entreprise. C'est important, ça rentre dans la vision. Ce que vous véhiculez au quotidien, qu'est-ce que vous transmettez à vos salariés quand ils rejoignent votre boîte ? Quelles sont les valeurs de votre travail au quotidien chez vous ? Qu'est-ce que c'est que bosser dans votre boîte ? Parce que oui, on va bosser tous les jours et on va faire je suis développeur, je vais coder, ok. Mais on n'a pas envie de recruter un développeur juste pour qu'il code. On a envie quand on est un entrepreneur et qu'on monte une boîte, on a envie de recruter un développeur qui va coder comme un fou, qui va être une star de ce qu'il fait, qui va potentiellement se former en parallèle pour être meilleur que les autres. C'est ça qu'on veut faire. Donc quand on veut faire ça, on le montre au fond, on le présente, on l'explique. Évidemment, on raconte qu'il y a un besoin sur le marché, mais on ne raconte pas simplement le besoin. On raconte c'est quoi les problèmes qu'on a identifiés, c'est quoi l'impact de ces problèmes dans l'activité de la boîte,
de vos clients potentiels. C'est-à-dire que ouais, j'ai un problème, j'arrive pas à la gestion de mes factures, c'est trop compliqué parce que c'est du papier, j'ai envie que ce soit on prenne en photo et qu'on scanne directement et qu'on ait tous les chiffres. Mais c'est quoi l'impact du fait que la gestion des factures ce soit papier aujourd'hui? C'est du temps, c'est des erreurs de saisie, c'est potentiellement je paye mes salariés pas le bon montant ou mes factures fournisseurs pas le bon montant parce que c'est pas digital, le process il n'est pas contrôlé. Là, vous maîtrisez le besoin. C'est pas juste voilà le besoin, c'est quoi votre connaissance approfondie du besoin. Le marché, évidemment, alors le marché, la taille, oui, bien sûr, il faut expliquer. Mais il faut expliquer s'il est composé de différentes strates, c'est possible. Il y a des marchés qui sont composés de sous-marchés. C'est quoi vos leviers que vous avez déjà identifiés pour aller vendre plus de choses à vos clients une fois qu'ils auront souscrit à votre produit de base? C'est important. Le moment, c'est important aussi. Est-ce que dans le moment, il y a de la précision à apporter? Est-ce que par exemple, vous vous adressez à un marché où il y a des normes en vigueur ou des normes qui vont arriver? Il y a un marché qui va se transformer. Le marché, il est à un moment donné, à un état donné, mais il va peut-être évoluer. C'est quoi les signaux forts, les signaux faibles? Potentiellement avoir des témoignages d'experts, pareil pour le besoin, avoir des témoignages de gens que vous avez rencontrés sur le terrain, avec des vrais noms, avec des vraies phrases. Là, on va beaucoup plus loin. Sur la concurrence, vous allez évidemment faire votre matrice de concurrence et vous allez évidemment vous placer en haut à droite parce que c'est là, enfin en haut à droite pour vous c'est là, parce que c'est là où il faut se mettre, parce que c'est la meilleure solution par rapport voilà, au marché. Mais comment vos premiers utilisateurs parlent de vous? Parce que vous avez des retours d'expérience, mais même si c'est potentiellement votre business angel qui a investi dans votre boîte il y a 3 mois, c'est pas grave. C'est quelqu'un de physique, de réel, qui a utilisé votre produit et qui peut en parler. Ça renforce le point. Votre produit, évidemment, il faut présenter votre produit, mais c'est quoi votre produit demain? C'est quoi votre produit après-demain par rapport justement aux strates de marché, aux levées d'upsell, etc. Comment ils impactent votre proposition de valeur? Proposition de valeur aujourd'hui, c'est pas la même que dans 6 mois, c'est pas la même que dans 1 an. Et évidemment, la stratégie. Donc, vous allez avoir une stratégie de go-to-market. Comment je fais pour attaquer mon marché? Est-ce que c'est du sales? Est-ce que c'est du product-led? Est-ce que c'est quoi ma proposition de valeur? C'est quoi mon prix? C'est quoi mon business plan, etc. Mais expliquez que cette stratégie, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, elle est comme ça, mais demain, elle peut bouger parce que vous allez avoir des retours sur cette stratégie qui ne seront pas forcément bons. Vous allez tester plein de trucs, vous allez ajuster. Que votre objectif, c'est que cette stratégie, elle soit répétable, elle soit scalable parce que c'est comme ça que vous allez exploser le marché. Qu'elle va déclencher une croissance à un moment exponentiel parce que c'est ça aussi l'avantage et la magie du business du SaaS. C'est qu'à un moment, ça devient exponentiel. Pourquoi ça devient exponentiel? Vous avez compris les choses. Et que potentiellement, vous avez déjà identifié qu'est-ce que ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, la prochaine étape, ou évidemment l'exit potentiel. Tout ça, ce sont des exemples. C'est juste pour vous illustrer à quel point il faut aller loin et à quel point le fait de présenter ce genre de choses, ça va sauter aux yeux de vos potentiels investisseurs, que vous avez compris ce que vous faites, que vous l'avez compris mieux que les autres, mais vous avez compris 100 fois mieux que les autres, et que donc vous êtes la bonne personne sur laquelle il faut miser. Nous, pour info, on l'a pas compris tout de suite, parce que voilà, et ça s'apprend évidemment. C'est aussi pour ça que ça fait partie des aléas de la levée de fonds. C'est aussi pour ça que parfois ça prend un peu plus de temps. Donc tout ça, on l'a étoffé au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que c'est complètement évident? Alors la team pertinent, levez la main. Ok, ça va. On l'a pas compris tout de suite, mais du coup, on l'a bien bossé à la fin. Et au lieu de faire un deck, qu'on a fait quand même, parce qu'il faut faire un PowerPoint qu'il faut présenter, on a fait ce qu'on appelle une data room, ce que plein de gens font, évidemment. Mais la data room, elle a plusieurs avantages. Un, c'est qu'elle se fait facilement, notamment sur Notion. Je ne sais pas si vous utilisez Notion, mais si vous n'utilisez pas Notion, utilisez Notion. Donc, c'est un espace Notion qui comporte tous les contenus dont on vient de se parler, bien organisé, avec en plus un peu de visualisation, des graphiques, des photos, des vidéos, des trucs comme ça. C'est facile à consommer, c'est sympa à aller revoir. Ça vous permet, vous, de l'updater dans le temps aussi, par rapport à un PDF que vous envoyez une fois, et une fois qu'il est envoyé, vous ne pouvez pas le modifier. Donc ça, je vous invite à le faire, c'est magique. Pour info, on a des fonds d'investissement après notre levée, même des fonds d'investissement qui n'ont pas investi chez nous, qui nous ont demandé de leur fournir la data room pour leurs boîtes, les boîtes qui sont dans leur portfolio pour leur prochaine levée de fonds. Donc la data room qu'on a fait nous pour une levée en seed, et aujourd'hui il y a des boîtes qui font de la série B qui s'en servent pour lever des fonds. Voilà un petit peu ce que j'avais moi à vous dire sur mon retour d'expérience de la levée de fonds. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de valeur. On va répondre à des questions. Si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder. On a un template gratuit à dispo
Alors évidemment, vous ne trouverez pas des infos confidentielles sur Juno, désolé. Mais il y a toute la structure et il y a surtout plein de petits tooltips qui vous expliquent un petit peu ce qu'il faut mettre, ce qui a été bien perçu, ce qui a été moins bien perçu, etc. Donc ça peut vous aider. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne ou pas? Ouais, génial. Vous avez accès au Notion direct? Génial. Vous voyez, c'est vachement bien Notion. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je repasse la parole à Flo Modia.